Bonjour ou bonsoir à tous. L'Europe se prend facilement pour le centre du monde. D'ailleurs, elle l'a été, elle l'a façonné, ce monde contemporain. Mais elle ne fait plus peur. Elle fait toujours envie, mais elle ne fait plus peur. Et elle est pacifique dans un monde qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que l'Europe va se faire bouffer. C'est probable. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Vous êtes le seul invité cette semaine sur le plateau parce que vous êtes terriblement bavard et vous publiez un livre par an, au moins, parfois deux même. Et c'est toujours stimulant, c'est toujours intelligent et c'est toujours un peu agaçant ce talent, évidemment, parce que c'est risqué. Vous prenez des risques dans vos livres, ce qui est assez rare finalement pour les gens comme vous. Alors vous avez été le maître d'œuvre de 2 livres blancs sur la défense. Ceux-là, on les écrit pour le président, pour ses ministres, pour les gens qui comptent, pour les gens qui vous ressemblent. Et on sait qu'ils serviront à quelque chose, à quelqu'un, même si quelqu'un fait le contraire. Un livre comme ça, en revanche, qui est-ce qui va dépenser 22,90 € pour le lire, en dehors de vos amis que vous mettez ainsi à l'amende, ou des étudiants que vous appauvrissez un peu ? C'est écrit pour qui ? La réponse courte, c'est pour le grand public, et j'ajouterais que mon éditeur m'informe qu'il se vend fort bien. Donc, oui, c'est fait pour le public, c'est fait pour tenter d'éclairer le monde dans lequel nous sommes engagés. Il arrive aussi que les responsables politiques, c'est moins vrai des responsables administratifs, mais il arrive que les responsables politiques lisent eux aussi et pas simplement les antisèches ou les notes. Parfois, le livre a plus d'impact que les livres blancs. Les 2 livres blancs dont vous venez de parler, Vincent Evouette, parmi les risques majeurs qui étaient soulignés à l'époque, 2008, Sarkozy, 2013, Hollande, la pandémie, qui allait nous tomber dessus, par rapport à laquelle il fallait se préparer. Vous avez vu ce qui est arrivé à la France. On ne peut pas dire que même lorsque l'on opère à des niveaux de responsabilité à nul autre pareil, on gouverne dans l'instant, voilà. Oui, à la fin, on gouverne dans l'instant. C'est une autre façon de dire qu'il faut faire les 2. Il faut certes écrire, entre guillemets, sérieusement pour des gens sérieux, mais qui ne le sont pas toujours, et écrire de façon plus franche, moins consensuelle, de façon plus clivante aussi. Il faut gouverner, gouverner pour les petits-enfants, mais en même temps, il faut être sur les chaînes d'info continue. Et les responsables politiques appartiennent souvent davantage à la première catégorie. Ça, c'est votre prochain livre. Non. D'abord, vous présentez quand même d'un mot. On va faire comme dans les entretiens d'embauche, François Hesbourg. Vous êtes... Oui, c'est vrai, vous avez un CV qui est long comme le bras, mais vous avez le bras long. Résumé en 2 phrases, si vous deviez vous présenter. Je n'ai jamais fait qu'un seul métier dans toute ma vie, c'est l'analyse stratégique. Mais je l'ai faite d'une façon effectivement très inhabituelle dans le système français, qui est grosso modo le système européen. C'est-à-dire je l'ai fait et dans l'administration, et dans la sphère politique, et dans la sphère universitaire, et dans la sphère entrepreneuriale. Et dans le domaine de la recherche, vous aviez un pied à Londres, un pied à Genève, un pied à Paris. Absolument. Et donc, j'ai eu cette chance extraordinaire, que je continue d'avoir, de changer constamment de point de vue au sens cinématographique du terme. La caméra se déplace. Mais le sujet est toujours le même. C'est l'analyse stratégique. Le recours à la force au sein des États et entre les États. C'est ça. Il est conseiller spécial pour la Fondation pour la recherche stratégique de Paris. Spécial, c'est pour ça. Alors, vous avez fait de la prospective, et évidemment, vous vous êtes trompé. Quelle est l'erreur dont vous avez quand même un peu honte, vous, le conseiller spécial, dont vous avez spécialement honte? Ça, c'est une question très française. Parce qu'on part du principe que l'erreur est quelque chose dont il faut avoir honte. Oui, j'ai fait une très grosse erreur. Et je n'en ai aucune honte. Quelle est cette erreur ? C'est celle que j'ai commise dans un autre livre que j'ai écrit. La fin du rêve européen. Si vous achetez les 2, vous avez un prix de gros.
Absolument. Je pense qu'Amazon se ferait plaisir de proposer les deux pour un prix cassé. Sérieusement, cette fin du rêve européen est... on la vit aujourd'hui. Hein, qui est sortie en 2013, donc il y a 7 ans. Et je pensais que si on maintenait contre vents et marées l'euro, l'Europe allait casser sous les tensions que cela causerait. Et je suggérais que la France et l'Allemagne, d'un commun accord, tentent d'en sortir. Est-ce que c'était une vraie erreur, puisque l'Europe a survécu à cette épreuve, mais c'est une erreur dont je suis non pas fier, mais c'est une erreur dont j'ai appris quelque chose d'important et que l'on retrouve dans mon nouveau livre, c'est que l'Europe a un instinct de survie et une capacité de survie que l'on sous-estime à son propre détriment. Il faudra que les souverainistes lui plantent un pieu dans le cœur si ils veulent vraiment s'en débarrasser. Alors, cette semaine est mort un écrivain de malheur, un prophète de malheur en tout cas, un écrivain français, qui avait fait un best-seller en imaginant l'invasion de l'Europe par la multitude et son effondrement. Alors, vous êtes moins littéraire, mais vous êtes aussi pessimiste parce que vous imaginez quand même que l'Europe va se retrouver asservie par les puissances, par les empires qui renaissent. C'est le monde des prédateurs, donc les mondes de ceux qui vont tenter de se partager les décombres de l'Europe. En fait, vous êtes assez raciste, aussi raciste que Jean Raspail. La Chine va nous bouffer, quoi. C'est pas seulement la Chine. Oui, mais d'abord la Chine. Pourquoi l'importance de la Chine? Parce que c'est le facteur nouveau dans le paysage. Mais ce n'est pas le seul facteur dans le paysage. Il y a la Russie, bien entendu, mais aussi les États-Unis. Les États-Unis, pendant toute la période de la guerre froide et pendant un certain temps après la guerre froide, étaient certes la puissance stratégique indispensable, vécue comme telle par les gouvernements ouest-européens à l'époque, mais les Américains à l'époque, n'avait pas une attitude prédatrice vis-à-vis de l'Europe, parce qu'on ne pouvait pas gagner la guerre froide contre les Soviétiques sans que les Européens y mettent du leur. Et ils y mirent du leur à l'époque. Et autrement dit, les Américains laissaient la bride sur le cou des Européens. Lorsque les Français se retiraient de l'OTAN sous le général de Gaulle, les Américains n'ont pas envoyé les chars à Paris comme les Soviétiques les envoyaient à Budapest ou à Prague. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'Europe pèse beaucoup moins dans les calculs stratégiques américains. Ce qui pèse dans le calcul stratégique américain, c'est la confrontation avec la Chine. Et le pivot de cette confrontation, il est en Asie-Pacifique, il n'est pas en Europe. Donc l'Europe est devenue aussi, pour employer le mot de Trump, un foe, un adversaire, sinon un ennemi des États-Unis. Et ce qui réunit les trois puissances que j'évoque, Chine, États-Unis, Russie, c'est que toutes les trois sont un peu comme François Mauriac par rapport à l'Allemagne. Il aimait tellement l'Allemagne qu'il voulait qu'il y en ait plusieurs. Mais ils aiment tellement l'Europe qu'ils en veulent 27. Voilà, ils aimeraient bien qu'il n'y ait pas une Europe. Ils aimeraient bien que cette Europe soit en petits morceaux, qu'elle se prête à l'exploitation stratégique ou politique ou économique par chacun de ces prédateurs. Chacun d'entre eux a des objectifs évidemment différents, mais pour les trois, l'Europe est une proie. Alors cette semaine, il y a ce livre qu'il faut lire, mais il y en a un autre qui a fait beaucoup de bruit. Hein, c'est l'ouvrage de John Bolton. L'ancien conseiller de la sécurité n'a pas survécu très longtemps dans l'entourage de Donald Trump. Il a tenu un peu plus d'1 an. Et comme tant d'autres avant lui, il a été applaudi à son arrivée par un président dithyrambique. Et il a été viré comme un domestique pas longtemps après et oublié. Et comme les autres, donc, il a écrit un livre. Valérie Béranger. Voilà le livre dont tout le monde parle, en tête des ventes avant même sa sortie. L'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton y fait des révélations chocs sur le président américain. Non seulement pour lui, Donald Trump n'est pas habilité à exercer sa fonction, mais ce que l'ancien conseiller lui reproche, c'est avant tout d'avoir cherché l'aide de la Chine pour remporter un second mandat. Un tissu de mensonges, selon le président américain qui récemment encore tweetait ceci.
Le livre de John Bolton est une compilation de mensonges et d'histoires inventées, toutes dans le but de me faire apparaître sous un mauvais jour. Beaucoup des déclarations ridicules qu'il m'attribue n'ont jamais existé, de la pure fiction. Donald Trump et son administration auront tout fait pour bloquer la parution du livre. Même les conversations avec moi sont hautement confidentielles. J'ai déjà dit ça à mon avocat. Je considère que n'importe quelle conversation avec moi est hautement confidentielle. Cela veut dire que s'il a écrit un livre et qu'il le publie, il enfreint la loi. Et j'espère qu'il recevra des charges criminelles. En vain. Cette publication a bien eu lieu et à l'intérieur du livre, les révélations sont embarrassantes pour Pékin, obligé de se justifier. La Chine applique un principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans les affaires intérieures et les élections des États-Unis, et nous ne le ferons pas. Des allégations en revanche prises très au sérieux dans le camp démocrate qui compte bien capitaliser sur ces nouvelles révélations et en faire un nouvel axe de campagne. On va reprendre tout ça, parce que vous réagissiez pendant le sujet. D'abord, vous n'avez pas lu ce livre, mais vous connaissez l'auteur. Je connais bien l'auteur. Sa moustache de phoque, son allure de redneck et ses phrases assassines. Oui, c'est un homme qui n'a jamais pu regarder un pays du Moyen-Orient sans avoir envie d'y faire la guerre. Il rendrait Trump presque sympathique. Et lorsque, dans les extraits du livre tels qui sont parus jusqu'à présent, grosso modo, il accuse Trump de ne pas avoir exécuté la politique qu'il aurait fallu exécuter, c'est-à-dire porter la guerre directement, frontalement, contre l'Iran. Ça, c'est l'un des grands reproches. Alors, il faut expliquer que John Bolton est sans doute l'homme qui a conseillé à Donald Trump de déchirer l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Mais en fait, Bolton aurait voulu, pour empêcher les Iraniens d'avoir la bombe, bombarder l'Iran. Oui, je ne suis pas ça. sûr que ce soit lui qui ait convaincu Trump de déchirer l'accord. Trump lui-même et beaucoup de gens autour de Trump étaient sur cette ligne épouvantable. C'est une mauvaise idée. Oui, déchirer l'accord, oui. Mais avec de bonnes raisons, quand même. Non, pas très bonnes. Mais pour revenir à Bolton, Bolton voulait faire la guerre en Iran. Ouais. C'est ça qui l'intéressait, changer le régime. À la limite, Bolton, comme Trump, ne s'intéresse pas à l'arme nucléaire iranienne. Il s'intéresse au changement de régime. Il s'intéresse à l'Arabie Saoudite. Aussi. Non, mais à Israël. Oui, mais là encore, l'Arabie Saoudite, Bolton aurait voulu que les Américains fassent la guerre contre l'Iran pour aider les Saoudiens, alors que Trump, il a lâché les Saoudiens comme des vieilles chaussettes lorsque les Iraniens ont foutu par terre pendant quelque temps l'industrie pétrolière saoudienne au mois de septembre de l'année dernière. Qu'est-ce qu'un va-t-en-guerre comme Bolton, qu'est-ce qu'un néoconservateur comme lui faisait avec Donald Trump ? Il croyait que Trump allait être allait être manipulable, mais aussi il pensait que Trump, homme à foucade, homme agressif, pour dire le moins, c'est pas un type très serein, Trump, et que Trump ferait effectivement la guerre. Ouais. Trump n'a pas voulu faire la guerre. Alors par ailleurs, l'argumentaire de Trump contre Bolton ne tient évidemment pas debout. Vous ne pouvez pas dire à la fois tout ça c'est des mensonges et dire ah oui mais c'était hautement classifié, c'est très secret. Alors, ce qui est secret par exemple, c'est que John Bolton raconte quand même, outre la méchanceté avec laquelle il parle de l'entourage de la famille, il raconte par exemple un fait qui est très troublant, qui est un fait lourd de conséquences. Il raconte un entretien en tête-à-tête entre le président Xi et le président américain. Et l'Américain dit au Chinois, le couvre d'éloges, lui lèche les pieds, se roule à ses pieds, mais lui dit après, j'ai besoin de vous pour être réélu, il faut acheter du soja aux agriculteurs américains. Mais je veux dire, un, c'est probablement vrai. Et deux, c'est moins spectaculaire que les propos que Trump avait tenus en public, et non pas en secret, à Xi, il y a 8 ou 9 mois,
lorsque Trump était à la recherche de boules puantes à lancer contre Biden en noircissant le fils Biden. Qui a fait du business en Chine après en avoir fait en Ukraine. En Ukraine, absolument. Et Trump avait demandé à Xi Jinping, est-ce que vous pouvez m'aider pour trouver les boules puantes contre le fils Biden? Réponse du porte-parole chinois, la même réponse que celle qui vient d'être passée sur le petit écran, qui était « La Chine ne s'ingère pas dans les élections américaines ». Un type qui était capable de demander ça à la Chine était évidemment un type parfaitement capable de demander quelque chose de relativement plus bénin, du genre « Est-ce que vous pouvez m'acheter mon beau soja ?» Mais finalement, est-ce qu'il se met réellement en situation de dépendance? Parce qu'il est velléitaire, il demande ça, il demande ce coup de main aux Chinois, mais si le Chinois le lui donne, il n'en tirera pas forcément de conséquences, il ne le livrera pas forcément... Non, le problème de Trump, et c'est sur quoi va jouer Biden dans la campagne, c'est que Trump est un homme qui, depuis qu'il s'intéresse à la politique, depuis une petite quarantaine d'années, Trump est très consistant dans sa vision du monde. Pour lui, la politique étrangère n'existe que dans l'instant. Il n'y a que des transactions qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'exemplarité non plus. Il n'y a de place ni pour les alliances permanentes, comme l'OTAN, ni de place pour les inimitiés permanentes, comme celles qui pourraient exister par rapport à la Chine. Donc on se chamaille avec Kim, on insulte Chavez, et le lendemain, mais on fait est le prêt à les contraire. rencontrer l'un puis l'autre. Chavez, Maduro. Et dans la campagne présidentielle, la Chine va probablement être le seul sujet de politique étrangère important, susceptible de déplacer des voix aux États-Unis, et les deux candidats sortent les mêmes clips sur le thème et mon adversaire politique, et je vais employer une expression extrêmement triviale, est une couille molle lorsqu'il s'agit de faire le bras de fer avec les Chinois. Les prophètes ne peuvent pas s'empêcher toujours de dire des choses déplaisantes. Et donc l'un et l'autre se combattent sur ce terrain, et cette inimitié sous Biden risque en fait d'être plus construite, plus systématique qu'elle ne l'était sous un Trump sujet à ces zigzags transactionnels évoqués par Bolton. Bon, revenons au livre. Non, d'abord, personne ne vous a jamais traité de con, personne ne l'a jamais imaginé, on vous a traité de néocon. Sur Twitter, il y a des tas de mots qui sont utilisés. Néocon. Est-ce que vous avez eu, à un moment ou à un autre, vous y avez cru? À quoi? Au rêve messianique des néocons. Non. La diffusion de la démocratie à travers le monde. Non. Forger ainsi un nouveau Moyen-Orient. Non. Le Moyen-Orient. Okay. J'ai appris très très tôt. Parce que j'ai quand même quelques années d'expérience, notamment lorsque j'étais à la mission permanente de la France près des Nations Unies, à la fin des années 70, j'ai compris très tôt que le Moyen-Orient ne se prêtait pas à des remodelages idéologiques venus de l'extérieur. Et comme tout le monde, alors là pour le coup, je n'ai pas de sagacité particulière, mais pas non plus de manque de sagacité particulier, en 1989, j'ai été épaté par l'effondrement de l'Empire soviétique, ce qui, à l'échelle historique, il y avait effectivement de quoi être épaté. Revenons à l'empire des Qing, c'est comme ça qu'on dit? Des Qing. Qing, pardon. Je ne parle pas du tout le mandarin. Ce qui nous menace, c'est de devenir l'empire des Qing. Oui. Vous dites. Pourquoi? Alors l'empire des Qing, c'était la dernière dynastie impériale qui est apparue en 1644, d'origine mandchoue, et qui a gouverné la Chine jusqu'en 1911, jusqu'à l'établissement de la République. Et cette dynastie a eu à connaître, à la fin du XVIIIe siècle, les Européens, et notamment des Britanniques, des débuts de la révolution industrielle. Les Britanniques envoient une ambassade en 1793-94. Ça dure des années. Ils restent sur place des années. Ils restent 2 ans sur place. Ils espèrent établir un flux d'affaires. Et l'Empire, l'empereur,
réagi en disant « Mais qui sont ces gens? Ils me doivent un tribut, il n'y a pas de quoi faire des affaires, on a tout ce qu'il faut en Chine. » Et c'est vrai, et merci. vous le dites, c'est vrai, ils ont tout ce qu'il faut. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et mais ils ratent l'intelligence artificielle. Les Britanniques repartent bredouille, mais pendant ce temps-là, ils ont eu, comme le font souvent historiquement les Britanniques, ils ont l'occasion de s'intéresser de très près à la société dans laquelle ils se trouvent. Bon, et ils arrivent à la conclusion... Les diplomates espionnent. Voilà, c'est les diplomates qui s'informent, c'est même pas besoin de parler d'espionnage, hein. Ils s'informent et ils arrivent à la conclusion, les Chinois, ils sont mal barrés, il suffira de donner un grand coup dans la fourmilière pour qu'on ramasse les morceaux. Et c'est ce qui va se passer. Et pendant 30 ans, il ne se passe rien parce qu'il y a les guerres il y a la Révolution française, les guerres napoléoniennes, etc. Mais une fois que ces péripéties sont derrière nous, les Britanniques, suivis des Français, des Américains, des Japonais, des Russes, des Allemands, des Belges, des Italiens, des Austro-Hongrois, et j'en oublie sûrement, vont joyeusement jouer les prédateurs et dans donc, une Chine ils se taillent des comptoirs, des concessions, des territoires même qui sont conquis par les Russes et par les Japonais. De l'extraterritorialité, en veux-tu, en voilà. Bon, l'interrogation, c'est est-ce que c'est ça qui nous attend, nous autres Européens? Et l'épilogue, c'est 2049, 3 pages où François Hesbourg s'abandonne à une espèce de prophétie absolument sinistre. Une dystopie. Et il imagine le triangle d'or devenu une sorte de concession chinoise. J'ai beaucoup aimé Coco Bernard. Le livre non seulement le livre est stimulant, mais parfois il est drôle. Comme quoi on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Vous pensez que ce n'est pas trop tard, que l'avancée, par exemple, des Chinois dans un certain nombre de secteurs de haute technologie sur lesquels ils ont beaucoup investi, l'intelligence artificielle, par exemple, les batteries, le solaire, de tout ce qui est de l'ordre de l'énergie propre, n'a pas créé d'ores et déjà une distance avec l'Europe qui va être très difficile à rattraper? La réponse courte, c'est qu'on ne sait pas. Donc il faut être d'abord très modeste. Nous ne savons pas, là pour le coup, répondre à la question est-ce qu'il est trop tard ou non. Mais il y a quand même 2 choses. La première, c'est que l'Europe a un instinct de survie extrêmement fort, qui se manifeste de façon réactive lorsqu'il y a de gros défis. Quand vous dites l'Europe, c'est pas les Européens, c'est pas les Italiens qui souscrivent à la 5G, c'est pas la route de la soie, c'est pas les Anglais. C'est l'Union européenne et ses États membres. La machine bruxelloise. Avec ses divisions, avec ses carences, avec tout ce que l'on veut, mais lorsqu'il y a un vrai choc, l'affaire de l'euro, l'affaire migratoire en 2015, oui. L'affaire du Brexit, oui, et l'affaire du Covid, l'Europe est toujours lente, mais elle se réveille et elle surmonte le problème du moment. Donc ça, c'est le constat du passé. Hein, le passé et le deuxième point. Et le deuxième point, c'est que vous avez évoqué la 5G. Qui sont les grands de la 5G? Je rappelle, la 5G, c'est tout ce qui permet de faire fonctionner l'économie en ligne. On sait que l'économie en ligne, c'est ce qui a permis à nos pays de ne pas mourir la gueule ouverte pendant le confinement. Hein. Pour autant que vous n'habitiez pas à la campagne, non, mais vous ne subissiez pas la fracture numérique. Non, mais ça n'a pas été une partie de plaisir et ça ne le sera pas dans les mois et les années qui viennent. Mais la 5G, c'est ça, à la puissance 10. Qu'est-ce qui sait faire de la 5G dans le monde aujourd'hui? Les Chinois, oui, bien sûr, Huawei, ZTE, etc. Les Américains? Ah non. Les Américains, ils sont en retard là-dessus. Et les Japonais, oui, pas mal, mais pas tout à fait au même niveau. Et les Coréens du Sud, ouais, là aussi. Et puis il y a les Européens. Il y a Nokia, il y a Ericsson. Et les Chinois nous harcèlent
font jouer les lobbies depuis 1 an et demi sur le thème achetez chez nous, sinon il vous en cuira. Ils disent aux Allemands, vous n'achetez pas notre 5G, vous pouvez vous carrer les Mercedes et les BMW que vous vendez chez nous. Et je n'exagère pas, je ne trivialise pas les propos de l'ambassadeur de Chine à Berlin. Oui. En France, si vous voulez avoir une idée du regard que les Chinois nous portent à nous Français en général, vous allez sur le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France, vous verrez en quelle haute estime nous sommes tenus. On peut mesurer le mépris dans lequel... Alors, il y a 6 mois, avant la pandémie, les Britanniques, les Français, les Italiens, les Allemands, ils allaient succomber à la pression chinoise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les jeux ont été rouverts, la pandémie est passée par là, et la 5G, j'en suis convaincu, nous ne verrons pas les Chinois comme tête de file de ce projet d'infrastructure qui est absolument crucial pour la prospérité et la souveraineté des Européens dans les 10-15 années qui viennent. Comme quoi le virus n'est pas entièrement mauvais. Mais en revanche, les Russes, pas le virus, les Russes, dans votre ouvrage, on se demande un peu qu'est-ce qu'ils viennent y faire. Parce que la prédation russe... c'est une forme de maladresse, ils essaient de dominer leur environnement proche, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose. Vous rejouez, non pas la guerre froide, mais on a l'impression que c'est très subalterne par rapport à la menace technologique, la menace réelle, existentielle, que porte cette domination chinoise. Non, ce qui est clair, c'est que les Chinois et les Américains jouent dans une autre catégorie que la Russie. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne, pour faire court, ou de la Corée du Sud, si vous préférez, avec des armes nucléaires en plus. Mais la Russie, elle est chez nous, si je puis dire. Elle a la situation géographique qui est la sienne et elle a son agenda qui est très clairement affiché, très clair. Nous ne sommes pas satisfaits de l'ordre de sécurité qui règne en Europe. L'Europe, ça doit aller de Vladivostok à Lisbonne. C'est un projet qui fait sens du point de vue de Moscou. Je ne suis pas sûr qu'il fasse sens pour les gens qui habitent à Lisbonne plutôt que pour ceux qui habitent à Vladivostok. Le temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous. C'est le sous-titre le plus long de la saison. C'est publié chez Odile Jacob, c'est écrit par François Hesbourg, et il l'a écrit lui-même, ce qui n'est pas si fréquent. Merci à tous, merci à vous François Hesbourg. Rendez-vous la semaine prochaine.